Donc, merci à toutes et tous pour votre participation, où que vous soyez. Merci à l'hôpital Saint-Joseph et à son directeur, M. Lajonchère, de nous accueillir ce soir en cette journée internationale des droits de la femme. Alors, merci à nos invités qui ont accepté de témoigner ce soir. 2 d'entre elles sont parmi nous et 2 autres témoigneront, l'une depuis le Lot et l'autre depuis Beyrouth au Liban. Elles vont toutes ce soir oser parler de leur maladie au grand jour. Et je vais laisser la parole pour démarrer au docteur Anas Chebib, qui va tout d'abord nous dire quelques mots sur l'association Astarté, parce que c'est elle qui a eu l'idée d'organiser cette conférence et ce débat transméditerranéen. Donc, docteur Chebib, c'est à vous. Merci, Madame la Présidente, de votre présence et de votre accueil pour ces mots gentils. Je vais essayer d'aller vite. L'association transméditerranéenne Femmes et Cancer du Sein, avec le titre distinctif Astarté. Mesdames et messieurs, la vérité humaine est ici, en Méditerranée, plus évidente que dans les traités scientifiques les plus prestigieux, qui évitent toujours de s'approcher de ce qui nous fait évoquer et éprouver notre manque. La médecine commence à l'écoute de l'humanité souffrante, creuse de façon inlassable le sillon de notre tentation de l'indifférence. Quelquefois, les limites proviennent de nous-mêmes, parce que nous ne savons plus écouter, ni échanger, ni aller vers les autres, ni laisser nos préjugés. Nos pensées s'adressent à la fois aux femmes luttant au quotidien contre la maladie, à ceux qui souhaitent mieux comprendre la signification d'un engagement solidaire à leur côté. Leur combat incertain, difficile, souvent douloureux et solitaire sollicite une exigence humaine, un courage, une confiance. Il n'est possible que vécu ensemble, ensemble vécu. Les valeurs de l'entraide, de la solidarité, d'Astarté, ainsi que nos choix d'une présence responsable et du partage sont donc engagés. Alors, l'association transméditerranéenne Femmes et Cancer du Sein, c'est une association constituée sous le statut de loi 1901, journal officiel 5 mai 2012, c'est banal. L'association Astarté, c'est tout distinctif, je dirais un mot là-dessus, dans une conception, je dirais, laïque et apolitique. Cette association a pour but de susciter des échanges de nature à contribuer à la promotion, la recherche, l'enseignement et l'essor de la généalogie pluridisciplinaire. D'une part, et d'autre part, l'association favorise l'entraide féminine. On va voir au fur et à mesure comment. La territorialité d'Astarté comprend la France. N'oublions pas que la France est un pays méditerranéen. Ça comprend tous les pays méditerranéens, sans exception. Les pays du Proche-Orient, l'Asie mineure et centrale, ainsi que ceux de l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est historique, Astarté. Un riche réseau de correspondants est mis en place, ainsi que de nombreux accords de partenariat constitutionnels et institutionnels et associatifs. L'association Astarté engage ses actions autour des intentions suivantes, ce que nous appelons les 5 objectifs d'Astarté de FI. D comme démystifier les maladies du sein auprès des femmes, les initier à un diagnostic précoce, autopalpation, mammographie de qualité. E comme établir les lignes directrices, guidelines et des recommandations minimales diagnostiques et thérapeutiques. F comme former des prestataires de santé publique et privés. I comme informer sur le diagnostic précoce, le cancer du sein, le traitement, le suivi psychologique et social, la qualité de vie des femmes pendant et après la maladie. Est-ce qu'on sensibilise les décideurs à la problématique du cancer du sein? Astarté œuvre pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients pendant et après la maladie. On l'a déjà dit, Astarté soutient et rassemble les femmes dans la lutte contre le cancer du sein, tout en privilégiant l'information. Ça, c'est l'administration d'Astarté. Nous avons le conseil d'administration, le bureau, l'assemblée générale. Nous avons surtout un conseil, un comité de veille éthique. C'est très important pour nous. Alors, pour terminer, je vous ai dit que Astarté, c'est le titre distinctif de l'association transméditerranéenne Femmes et Cancer du Sein. Qui c'est Astarté? Astarté en arabe, c'est Ashtar.
c'est une divinité de la mythologie mésopotamienne, Mésopotamie, vénérée chez les Babyloniens, chez les Akkadiens, chez les Assyriens, sous de divers noms. Ce que je voulais dire, que partout en Méditerranée, vous allez trouver Ashtar. C'est pour ça qu'on a pris comme titre distinctif pour l'association. On la salue dans cette journée de 8 mars. Vous allez à Palmyre en Syrie, vous avez à Baalbek au Liban, vous avez chez les Égyptiens, chez les Hébreux en Grèce, chez les Romains en Rome, chez les Italiens, pardon, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, à Carthage, vous allez trouver toujours Astarté présente. Ashtar ou Astarté, le nom signifie étoile. C'est dièse sémite de la beauté, de la sexualité, de la fertilité, de l'amour, du mariage, de la guerre. Une femme qui gère aussi la vie et la mort, est également reconnue comme la déesse des courtisanes, la déesse de la régénération, la déesse chamane qui marche entre les mondes, ciel, terre, enfer. Même pour terminer, je vous dirais, même Voltaire a parlé d'Astarté, de Ashtar, dans son roman, son livre précieux, Le monde comme il va, Zadik. Elle parle d'elle comme une reine de Babylone. Voilà. Pour soutenir nos actions, stimuler nos engagements, adhérer à l'association, allez-y dans notre site. Vous avez des documents nécessaires, vous avez le site internet. Je vous remercie de votre attention et je vais répéter la phrase qui est très chère à notre présidente Véronique. À ta mort, tu t'emporteras que ce que tu as donné de ton vivant. Saadi Shirazi, Iran. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup, Dr Chebib. Donc, avant de donner la parole à nos 4 témoins, j'invite le Dr Séverine Alran, qui est la chef du service de gynécologie et de scénologie à l'hôpital Saint-Joseph, à nous donner quelques chiffres et à nous dire quelques mots sur l'importance du dépistage. Donc, en quelques mots, donc le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. Ça concerne environ une femme sur 8. Il faut savoir, je vais directement passer à une carte de géographie, je trouve que ça illustre, et puis surtout qu'on est autour du bassin méditerranéen ce soir. Les âges, on va dire, moyens de survenue du cancer du sein sont très variables dans les pays et selon les programmes de dépistage. Il faut savoir qu'en Europe du Nord, les femmes ont en moyenne plus de 60 ans lors du diagnostic. Et dans les pays méditerranéens, donc d'Afrique du Nord et du pourtour méditerranéen, on est dans des âges plus jeunes. Ensuite, il faut savoir qu'actuellement, c'est vrai qu'en Méditerranée, c'est une des premières causes de mortalité, finalement, tout pays confondu. Dans les pays plus au nord, on voit que c'est le poumon qui est en, on va dire, qui impacte le plus les femmes. Hein. Donc là, c'est bien chez les femmes. L'OMS donc recommande le dépistage de certains cancers et en particulier donc celui du col de l'utérus, du sein et du côlon. Alors en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays méditerranéens, mais il y a un dépistage qui est proposé, qui est organisé et qui est adressé à toutes les femmes entre 50 et 74 ans. Qui dit dépistage dit qu'il faut ensuite qu'il y ait des hôpitaux qui soient capables d'accueillir, de soigner. Donc le dépistage, c'est une volonté aussi politique de s'occuper de la santé des citoyens. Je ne vais pas passer plus de temps et c'est vrai qu'après, c'est peut-être des rêves qu'on a autour de Astarté. Et si la parole est finalement le témoignage, contribuer à améliorer la qualité de vie pendant et après les traitements. Parole à nos 4 témoins. Donc, merci beaucoup, Dr Alran. Donc, comme je vous le disais, c'est dans le cadre de ces travaux qu'Astarté invite aujourd'hui 4 témoins qui ont toutes un point commun, c'est un cancer traité. Donc, elles témoignent, elles partagent avec nous ce soir leur expérience. Notre première invitée est Madame Dominique Bertinotti. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Vous avez été ministre déléguée à la famille et vous avez accepté de témoigner ce soir. Alors, j'ai envie de vous demander… Est-ce que tu peux départager, s'il te plaît, départager? Pardon. Alors, vous avez fait le choix d'être totalement transparente sur votre maladie et sur votre traitement.
lors d'une prise de parole en 2013 dans le journal Le Monde. Lorsque vous êtes sous traitement, vous êtes aussi en train de défendre le projet de loi du mariage pour tous à l'Assemblée et au Sénat. Et j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on fait pour mener 2 combats en même temps? C'est une question très difficile parce que je ne me la suis pas posée comme ça. D'abord, je redis simplement, pour moi, la mammographie que je faisais, c'était un contrôle de routine. Je savais que j'étais plutôt à risque, donc chaque année, je faisais une mammographie. Et je me suis dit, voilà, même pendant ma période ministérielle, je trouvais une heure pour aller me faire cette mammographie. Et stupéfaction, je suis ressortie avec un diagnostic sans équivoque et ma vie a basculé en très peu de jours. Je n'étais pas du tout préparée à cela et tout est allé très vite. Je suis rentrée très vite dans le protocole, dans la maladie et de fait, c'est imposé en moi. Alors, il y avait à la fois le côté terrible de l'annonce, parce que quand même, moi à l'époque, le cancer, c'est plutôt la mort. Donc voilà, comme beaucoup je pense, de personnes. Et dans le même temps, je me disais, il est hors de question que je n'aille pas jusqu'au bout de cette loi que je portais avec Christiane Taubira. Et donc, je pense que tout a été surréaliste, peut-être pour les médecins qui m'ont vu au départ, et moi qui était à la fois abasourdie, parce que Séverine me déclinait sur une feuille de papier que j'ai gardée longtemps, combien de séances de chimio, ensuite ce qu'allait se passer, et au bout du compte, quand je lui ai dit « mais tout ça va durer combien de temps ?» C'était 1 an. Et c'était la confrontation de 2 données temporelles qui n'avaient rien à voir. Moi, j'étais dans l'urgence du traitement de la loi et je me retrouvais face à une autre forme d'urgence et qui allait prendre du temps. Bon. Donc, ça a été… Et là, je pense avoir posé 2 questions. La question, est-ce que ça va être soigné? Parce qu'on se pose quand même la question, voilà. Avec toute la prudence qui m'a été répondue. Mais bon, c'était ni encourageant ni décourageant. Et puis ensuite, j'ai posé la question, ça je m'en souviens très bien, est-ce que je vais pouvoir continuer à travailler? Et je crois que Séverine m'a répondu, on verra. Bon. Et pour moi, c'était, je vais continuer à travailler. Il est hors de question, mais ce n'était pas rationnel. Mais pour moi, c'était indispensable d'aller jusqu'au bout de cela. Alors, j'ai basculé dans une autre vie où finalement, je ne sais pas si je me suis posé beaucoup de questions. Je pense que je les avais intérieurement et au fond de moi-même, mais que je ne prenais pas le temps de me les poser vraiment et de les mettre sur la table. Et voilà, je suis rentrée… Alors, j'ai décidé, vous disiez en toute transparence, en fait, j'ai vécu 2 phases que j'ai décidées. La première phase qui a été de dire, je ne veux pas que cela soit su. Alors, je pourrais expliquer pourquoi je ne voulais pas que cela soit su. Et effectivement, ça ne s'est pas su. Jusqu'au moment où j'allais enlever ma perruque et donc on allait voir mes cheveux très, très courts. Et je me suis dit, c'est moi qui déciderai ce que je dirais, parce que, voilà, quand on est ministre, on a les journalistes toutes les 5 minutes. Bon. Et je ne voulais surtout pas ne pas être maître de ce que j'avais à dire éventuellement sur le cancer. D'accord. Et est-ce que vous diriez que la politique ne laisse que très peu de place à un aveu de fragilité lorsqu'on est une femme? Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à dire lorsqu'on est dans cette position? On hésite à dire qu'on est malade?
Alors, je pense que la question se pose indifféremment pour une femme et pour un homme politique. Je pense que moi, j'ai fait le choix de me taire parce que ça me faisait déjà beaucoup de combats à mener, le combat contre la maladie et le combat pour la loi mariage pour tous. Et je ne me sentais pas la force de mener le combat du regard des autres. Alors en politique, c'est d'autant plus terrible que la moindre fragilité, quelle qu'elle soit, peut vous déstabiliser, amplifier. Bon. Et de ce point de vue-là, je pense que j'ai eu raison. Bon. Après, je ne savais pas du tout si ça allait se voir, pas se voir. Bon. Donc, j'étais aussi dépendante de ça. Mais ma volonté, elle était là. Et je savais que, je n'avais pas envie de voir dans le regard des autres, oh, la pauvre, de la fausse sympathie. Et puis, comme c'était en plus un débat politique très, très dur, très violent, il était hors de question que quand je prenais la parole devant les parlementaires, on puisse dire « Oh, mais elle dit n'importe quoi, mais ce n'est pas de sa faute, la pauvre, elle est malade. » Ça, c'était… Je ne pouvais pas assumer ce troisième combat-là. Donc, j'ai prévenu, le seul que j'ai prévenu, c'est le président de la République, puisque c'est lui qui signe votre nomination, et je lui ai demandé de ne rien dire, ce qu'il a totalement respecté et fait. Et après, je suis entrée dans le silence jusqu'à l'enlèvement de la perruque. C'est-à-dire que j'ai quand même vécu beaucoup de mois, je ne sais pas, avec beaucoup de contraintes. J'imagine. Et donc, lorsque vous avez pris la parole, vous avez dit que vous avez eu beaucoup de retours, beaucoup de gens se sont manifestés, vous avez eu beaucoup de courriers. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots? Est-ce que vous vous attendiez à avoir autant de marques de sympathie, d'intérêt, de gens qui étaient heureux que quelqu'un prenne la parole? Alors, je ne m'attendais pas du tout à cela. Ça, c'est quelque chose… Je savais ce que je voulais dire et ne pas dire. Je ne voulais pas être du tout dans… en fait, quand j'ai décidé de parler, je me suis dit, c'est un acte politique comme un autre. Ce n'est pas le fait de dire, moi, voilà, alors j'ai souffert, ça a été difficile, etc. C'était de dire, voilà ce que cette confrontation au cancer a signifié pour moi dans ma vie de femme, dans ma vie de travail, les difficultés que l'on rencontre, mais absolument pas, ce n'était pas sur ma personne. Et j'ai été, mais alors j'ai reçu un nombre de courriers, de mails. Il y a des gens qui m'ont envoyé des gris-gris. Enfin, c'était… et je me souviens que pour le coup, après, je ne sais pas, une semaine comme ça de réception, tout ça, je me suis mise à pleurer. Je ne pouvais plus lire les mots qui étaient envoyés. Tous n'étaient pas forcément en accord, etc. Mais c'était comme s'ils me demandaient, s'il y a eu aussi des hommes qui atteints de cancer m'ont écrit, comme s'ils me demandaient d'être le réceptacle de tout ce qu'ils avaient vécu, de tout. Et il y a eu des choses déchirantes, bouleversantes. Je peux citer quelques-uns parce que du coup, voilà, alors c'était des gens de toute classe sociale, de toute région, qui m'ont écrit avec leurs mots, certains de façon très manuscrite. Enfin, c'était assez étonnant. Alors, il y en a une qui m'a écrit: quand j'ai eu un cancer du sein, il y a 3 ans, j'ai tout perdu. Le travail, l'appartement, c'était comme une condamnation. On se sent rejeté, c'est cruel. Voilà. Il y en a une autre qui m'a dit la maladie précarise, je travaille tous les matins et je peux me reposer l'après-midi. Moralement, le bénéfice est énorme. Beaucoup ont insisté sur le basculement dans leur vie professionnelle. Et alors, là où
il y a eu 2 témoignages, parce qu'il y a des politiques qui se sont mis à m'écrire. J'ai même eu, lors d'une séance à l'Assemblée nationale, un mot, vous savez, on a la possibilité de recevoir des petits mots par huissier, et à un moment donné, j'ouvre, et c'était une députée que je ne connaissais absolument pas et qui m'a écrit j'avais 32 ans, maintenant 47, j'ai choisi de ne jamais rien dire, et je ne sais toujours pas si c'était bien ou pas. Vous restez... une autre qui a écrit « La souffrance morale n'entre pas dans des cases et n'est pas visible. Ce n'est pas une question d'argent, c'est juste que je voulais vivre ces prochaines années sereinement. » Et une élue locale qui apprend à 6 mois de son élection qu'elle doit se soigner contre un cancer. Et elle dit « J'ai été opérée le 14 février et élue en mars. Je n'oublierai jamais. Mes amis ont appelé ça « être dans le déni ». Je sais aujourd'hui que vous comprenez et que vous savez que non, ce n'est pas le déni. Je n'ai versé de larmes qu'à 3 occasions. Lorsque, dès la première chimio, je me suis fait raser, lorsque j'ai appris qu'on ne sauverait pas le sein, et aujourd'hui en apprenant votre histoire. Et c'est des témoignages comme cela, beaucoup ont évoqué leur vécu professionnel, la difficulté, de ne pas pouvoir dire professionnellement de la même façon que moi, je ne souhaitais pas avoir le regard des autres. C'est exactement la même chose aussi. Il y a eu aussi quelques critiques en disant, parce qu'il y a des gens enfin, il y a des femmes, lorsqu'elles apprennent qu'elles ont un cancer, ont besoin au contraire de pouvoir s'arrêter de travailler, de pouvoir récupérer. Et il y avait une sorte de confusion qui a pu s'installer sur le fait, moi je disais que le travail m'a quelque part aidé, parce que je peux vous dire qu'au moins pendant la journée, je n'avais pas le temps de penser que j'avais mal là, que oh là là, demain c'était la nouvelle séance de chimio. Donc, et j'ai dit, je serais une ministre malade, mais pas une malade ministre. Et ça donc j'avais une partie de mon cabinet qui n'était pas au courant, il y avait très peu de monde de mon entourage, y compris personnel, qui le savait. Et je tiens à dire aussi qu'à chaque fois, même si on ne le voit pas comme ça, même dans ces périodes très dures, il y a toujours eu des moments où il y a le même événement qui crée, c'est à la fois très dur, et puis il y a une petite chose qui provoque le sourire. Je vais raconter, lorsque le cathéter m'a été posé, donc je n'étais pas voilà, en situation confortable, et j'étais quand même très, très stressée. Et la chirurgienne qui a procédé à cela, il m'a dit, alors pour elle c'était banal, donc voilà, et elle m'a dit, non, mais il faut continuer à vous battre pour la loi mariage pour tous. Et c'était extraordinaire, parce que moi j'étais vraiment, il y avait très peu de temps après l'annonce, et dans le même temps il y avait ça. J'ai eu la première fois que j'ai porté ma perruque, on avait les questions à l'Assemblée nationale, et donc, en plus, j'avais droit à une question. Donc, il fallait que je me lève devant tout le monde, que je prenne le micro et que je réponde, et tout ça en 2 minutes. Et je me suis dit, je ne vais jamais y arriver, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui se voyait, que ça allait tomber, que... Et surtout, je n'étais pas coiffée tout à fait pareil, enfin bon... Et il y a un ancien collègue ministre, pas des moindres, qui arrive 5 minutes avant la séance, qui dit « Dis donc, Dominique, tu es drôlement bien coiffée. » Et je me suis dit « C'est bon, je vais y arriver. » Voilà. Donc, c'est fait de plein de moments comme ça, où, dans le même temps, je ne peux pas dire que j'en riais sur le moment, mais rétrospectivement, je pourrais citer des tas de... Après, il y a vraiment des choses qui sont très dures, et très dures pour les femmes, sur lesquelles peut-être on
à revenir. Voilà, mais justement, c'était une question que je voulais aborder avec vous. Vous avez dit, lors de cette prise de parole, aider à faire évoluer le regard sur cette maladie dont le nom est tellement anxiogène. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quasiment 10 ans après, est-ce que la parole s'est libérée? Est-ce que le regard a changé? Alors, moi, je pense que je ne pensais pas que ça produirait ça. En tout cas, dans le milieu politique, la parole s'est beaucoup plus libérée. J'ai en tête quelques collègues qui ont osé dire, alors qu'ils étaient en fonction de responsabilité politique, voilà, j'ai un cancer, je dois me soigner. Après, chacun a vécu comme il a voulu, mais et je pense une chose, parce que vous disiez qu'on allait parler de cela. Je pense que les mentalités ont évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas dans le milieu politique, quelqu'un dit qu'il a un cancer, je ne pense pas que on va lui dire « oh là là, il est fragile, il est débile ». Et je vais vous citer une petite anecdote. On était en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, on ne finissait pas, c'était 23h30, et j'avais attrapé une otite carabinée. Et à 23h30, le lendemain matin, j'avais une interview à 7h. Je me suis dit, jamais je pourrais tenir parce qu'on ne savait pas. Et donc, je demande l'autorisation au ministre chargé des relations avec le Parlement, s'il y avait Christiane Taubira, si je peux rentrer chez moi. Il n'était pas au courant du tout. Donc, il me donne l'autorisation, je me lève, donc je quitte discrètement l'hémicycle et j'entends une députée qui dit « oh, elle doit avoir des choses bien plus intéressantes à faire la nuit ». Et ça, je me dis qu'aujourd'hui, en osant dire ben voilà, j'ai un cancer, je ne pense plus que dans l'hémicycle, on aurait la moindre parole qui serait de dire alors elle a interprété d'autres choses, mais de dire oh bah évidemment le pauvre ou la pauvre, ça je pense que ça a aidé. Maintenant, ce que je crois qui n'a pas forcément évolué, c'est dans le milieu de l'entreprise où adapter les horaires, faire preuve d'ingéniosité, de souplesse, de ne pas menacer son poste, de ne pas aller… Enfin, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire là-dessus parce qu'au nom de la rentabilité, il faut être performant. Et quand on a un cancer, ce n'est pas la question première que d'être performant. Voilà. Donc, je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Je pense que néanmoins, d'abord aussi peut-être parce que les progrès de la médecine fait que c'est pour certains cancers quand même un peu moins associé à la mort d'emblée, si je puis dire. Voilà, ça permet de dire aussi que moi, je l'ai fait vraiment pour qu'on garde notre dignité. On est des citoyens à part entière, même quand on a un cancer. Et on est des citoyennes à part entière quand on a un cancer du sein. Voilà, je pense que maintenant le droit à l'oubli, tout ça, c'est pas si simple que ça. Parce que là, le droit à l'oubli est passé de 10 à 5 ans, donc oui. C'est quand même une mesure qui est très importante. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faudrait penser ou qu'il faudrait mettre en place et dont les politiques doivent peut-être s'emparer sur ces sujets-là? Moi, je pense, parce que je l'ai vu en fréquentant de fait pas mal l'Institut Curie, je pense qu'on devrait… En France, on a de façon sous-développée tout ce qui est l'aide à la personne. Au lieu de le reconnaître comme un vrai métier à part entière, et pas simplement comme une sorte d'assistanat, etc., je pense qu'il y a beaucoup de familles, ayant été ministre de la Famille, beaucoup de familles monoparentales, souvent c'est des femmes, quand elles ont, je pense à quelqu'un de très précis que j'ai rencontré à Curie, des enfants en bas âge et qu'elles ont en plus un cancer et qu'elles sont seules. Et je l'ai vu en pleurs. Pourquoi ? Parce que personne,
Ça durait plus longtemps à l'hôpital, voilà, et elle ne savait pas qui allait récupérer sa fille. Donc, ça veut dire que la mise en place d'un système d'accompagnement à domicile, pris en charge par, je suis désolée, la sécurité sociale, tout ça, est indispensable. Ça devrait faire partie du volet d'accompagnement de la personne qui a un cancer. Je pense que ça peut être décliné, moi je pensais à ça parce que j'étais ministre de la famille et que c'était quelque chose que je connaissais assez bien. Mais voilà, donc oui, il y a encore des marges de progression, bien sûr, et politiquement aussi. Oui. Très bien. Est-ce que, juste pour conclure peut-être, est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux femmes en cette journée du 8 mars? Moi, j'aurais juste envie de leur dire d'être elles-mêmes et de surtout ne pas se laisser abuser par le regard des autres. Que ce soit le regard des proches, le regard des collègues, parce que c'est destructeur. C'est destructeur. On ne peut pas empêcher l'entourage, quel qu'il soit, d'avoir d'abord ses propres angoisses vis-à-vis de la maladie. Or, le cancéreux renvoie à ce que l'autre ne voudrait pas voir. Et puis, voilà, donc c'est pas si simple que ça. Mais moi, je leur dis, soyez vous-même. Soyez vous-même. Très bien, soyez vous-même. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Donc, on va passer au deuxième témoignage. J'invite maintenant Madame Valérie Lamy, qui est dans le Lot, à témoigner. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Très Corinne. bien. Bonsoir. Bonsoir, Alors, Corinne. Bonsoir à tous et à toutes. Vous avez été traitée pour une récidive d'un cancer du sein. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de votre parcours? Oui, bien sûr, oui, avec plaisir. Alors, comme vous venez de le dire, donc fin 2016, on m'a diagnostiqué une première tumeur au sein gauche. Suite à cette tumeur, donc j'ai été opérée d'une tumorectomie. J'ai eu les séances de chimio et rayons, voilà, classiques, on va dire. Et j'ai fait tout ça donc près de chez moi, donc dans un hôpital et une clinique près de chez moi. Et puis, quasiment 2 ans après, jour pour jour, en fait, le coup près est tombé et on m'a annoncé une récidive sur le même sein. Donc là, j'étais pas du tout prête à l'entendre, bien sûr. Ça a été d'autant plus difficile qu'une fois que vous avez passé ces 2 années déjà difficiles à vous soigner, bon voilà, c'est vraiment une annonce à laquelle on s'attend pas. Donc, avec cette récidive, en fait, j'ai eu, sur mon parcours, j'ai eu beaucoup de chance sur cette période de ma vie et notamment, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Alexis Chebib, qui est ici présent ce soir, lors d'une mammographie à l'hôpital de Tulle. Et le docteur Chebib m'a alertée à la vue de mon dossier médical. Voilà, il m'a alertée quant au contenu de mon dossier médical et quant au protocole qui était envisagé pour moi pour soigner ma récidive. Et donc, sur ses conseils et grâce à lui, et grâce au réseau Astarté, j'ai été dirigée vers le docteur Séverine Alran en 2019, en avril 2019. Et là, le docteur Alran, avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme, m'a dit qu'elle n'était pas du même avis que le médecin gynécologue qui me suivait jusqu'à maintenant. Et Séverine Alran m'a dit que la seule façon de voir les choses pour faire bien les choses, c'était la mastectomie totale. Voilà. Donc, je n'étais pas vraiment prête à entendre ça, surtout que ça allait à l'encontre du protocole avec lequel on avait envisagé avec mon médecin gynécologue qui, lui, souhaitait plutôt me laisser le sein, mais partir sur une ablation des ovaires par rapport à mon cancer. Donc, voilà. Donc, j'ai pris la décision, grâce à Séverine Alran, de la mastectomie. Cette décision était assez difficile, mais je l'ai prise grâce à elle.
cette décision. Et donc, j'ai été opérée de la mastectomie et d'une reconstruction totale, une reconstruction à l'hôpital Saint-Joseph en juin 2019. Voilà, et j'ai été opérée par le docteur Claire Fénol à l'hôpital Saint-Joseph. Et on avait en amont, avec le docteur Claire Fénol, on avait envisagé les différentes solutions de reconstruction. Et le docteur Fénol avait été assez convaincante par rapport à la reconstruction en Dieppe parce que le Dieppe, donc comme c'est un lambeau qui est prélevé au niveau de l'abdomen, j'avais un abdomen assez grassouillé à l'époque. Et donc, on a opté, Claire et moi, pour cette reconstruction. Et tout s'est bien passé. L'opération a été c'était phénoménal. Enfin, ça a duré. C'est quelque chose d'extraordinaire et une chance pour les femmes de pouvoir être à la fois reconstruite, avoir la mastectomie, la reconstruction dans la même opération. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très positif, de me réveiller avec, voilà, avec un volume. Et ça a été vraiment quelque chose de facilitant pour la suite de ma guérison. Et donc, aujourd'hui, je suis toujours suivie à l'hôpital Saint-Joseph. Je vois régulièrement le docteur Fénol et également, je suis suivie en oncologie par le professeur Raymond. Voilà, pour mon parcours. D'accord. Et donc, je crois que c'est cette deuxième épreuve et je crois aussi le docteur Chebib qui vous ont incité à sortir de votre zone de confort, c'est ce que vous avez dit, et à, je crois, créer une page Facebook pour parler et partager votre expérience. Alors, la page s'appelle « Cancer du sein, libérons la parole ». Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire qui sont les gens qui s'y abonnent et qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Et oui, alors le docteur Chebib m'a fait connaître l'association Astarté, à laquelle j'ai vraiment adhéré tout de suite et je suis devenue membre assez rapidement parce que cette association porte vraiment de belles valeurs de solidarité et d'humanité. Et donc, en échangeant assez souvent donc, avec le docteur Chebib, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Et donc, par contre, voilà, j'ai la parole assez facile et l'ouverture avec les autres assez facile. Donc, lui m'a conseillé aussi et il m'a fait sortir de ma zone de confort parce que je n'étais pas du tout dans l'optique d'ouvrir effectivement un groupe Facebook, un groupe de parole, mais grâce à lui, c'est ce que j'ai fait. Donc, Cancer du sein, libérons la parole, c'est ce groupe Facebook, oui, dans lequel je raconte mon parcours médical. Je poste régulièrement donc mon parcours. Je raconte ma petite histoire médicale et à l'intérieur, voilà, je poste aussi des informations sur l'association et d'autres informations médicales. Voilà. Donc, dans ce groupe Facebook, il y a des membres essentiellement féminins, mais il y a aussi des hommes, hein, je tiens à le dire. Il y a beaucoup de femmes, effectivement, de femmes qui sont, elles, également touchées par le cancer du sein. Mais il y a aussi des femmes voilà, qui me suivent, qui me connaissent, des amis assez proches. Il y a aussi des femmes et des hommes du milieu médical et également des hommes qui sont liés de plus ou moins près au cancer du sein au travers d'une femme, au travers d'une sœur, d'une fille ou d'une mère. Voilà. Et dans ce groupe, en fait, c'est vrai que moi, je parle de mon parcours. Je suis ouverte au partage, du coup, à l'échange. Et donc, du coup, c'est des femmes qui viennent aussi chercher un sentiment d'appartenance à un groupe, ce qui est très important lorsqu'on est malade, de se sentir appartenir à un groupe. C'est très rassurant. Alors, elles lisent mes posts, elles se rassurent en les lisant parce qu'on trouve les points communs. On s'identifie et ça soulage aussi. Ça fait du bien, on trouve du réconfort. Et ça permet aussi aux femmes de ne pas rester isolées face à la maladie et de pouvoir échanger et y trouver de l'information par la même occasion. Et donc, est-ce que vous diriez que les réseaux sociaux sont aujourd'hui peut-être un bon moyen de libérer la parole?
Alors, c'est difficile de libérer la parole sur les réseaux sociaux, je m'en aperçois. Moi-même, c'est vrai que relater mon expérience médicale, c'est pas toujours facile. Lors de ces posts-là, j'ai une grosse charge émotionnelle qui sort à ce moment-là parce que ça me replonge dans la douleur, hein. Mais effectivement, après, c'est bénéfique parce que ça me soulage. Mais pour certaines femmes, c'est assez compliqué, surtout après la maladie, d'en reparler. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent en parler lorsqu'elles sont malades, lorsqu'elles sont au combat, on va dire, mais qui, après coup, après la maladie, ont du mal à en reparler, de peur de se replonger justement dans la douleur. Donc, il y a effectivement, par rapport aux réseaux sociaux, ce qui est important, c'est que ça crée du lien entre nous toutes, et ça permet aux femmes donc, de ne pas rester isolées. Et puis, ça permet de rassembler, quel que soit notre lieu de vie, notre culture, nos origines. Ça, c'est un des rôles actuellement des réseaux sociaux, et ça, c'est très bénéfique en ce qui nous concerne. Moi, je me rappelle à la première maladie, effectivement, avoir beaucoup trouvé de réconfort sur les réseaux sociaux, d'avoir lu beaucoup de choses, des femmes qui justement racontaient leurs histoires, échangé, partagé. Et j'ai trouvé de l'information en complément de ce que j'avais comme information à l'hôpital. Et ça a été très bénéfique de mon côté. Et justement, ça permet de rompre l'isolement. Et c'est en cela que les réseaux sociaux sont vraiment, vraiment bénéfiques dans ce contexte de la maladie. Et alors, vous dites aussi que vous avez fait un travail sur vous-même et sur votre parcours personnel. Vous avez cherché un outil, et je crois que vous l'avez trouvé, pour accompagner les femmes dans leur parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette formation que vous avez faite et que vous utilisez aujourd'hui, justement? Alors oui, moi, à contrario de la personne précédente, moi j'ai choisi d'arrêter de travailler. À la première maladie, j'ai fait ce choix pour me concentrer essentiellement sur ma guérison. Et pendant cette période d'arrêt, un peu en dehors du temps, eh bien, je me suis soignée, et puis j'ai soigné mon corps, et j'ai soigné mon esprit aussi. J'ai fait un gros travail d'introspection. Je suis allée en profondeur dans mes douleurs émotionnelles. Je me suis beaucoup documentée sur le lien entre le corps et l'esprit, entre les émotions et la maladie. Ça a été vraiment une période très, très riche en ce qui me concerne par rapport à ça. Et j'ai compris donc le lien entre mes émotions et la survenue de ma maladie, en fait. Et grâce à ce travail, j'ai pu libérer ma charge émotionnelle que j'avais encore en moi. Et c'est ce travail que j'ai réalisé sur moi-même, en fait. C'est ça que j'ai voulu, effectivement, par rapport aux autres femmes, j'ai voulu en faire profiter aussi les autres. Ça m'a beaucoup tenu à cœur d'échanger et de partager cette expérience. Et j'ai commencé du coup à en parler. J'ai commencé à parler avec des femmes par rapport à l'ouverture de ce groupe Facebook, qui sont venues à moi, qui ont souhaité parler, partager leurs expériences de vie. Et rapidement, en fait, je m'apercevais que les femmes, au début, le sujet de conversation, c'était le cancer du sein, et très vite, très vite, ça bifurquait vers leurs expériences de vie douloureuses, hein, vers leur traumatisme, vers leur divorce, leurs accidents de vie, etc. Et je me suis dit, je n'étais pas à l'époque assez armée pour accueillir et accompagner ces femmes. Donc, je me suis tournée vers l'hypnose ericksonienne à l'époque. Je me suis formée à l'hypnose ericksonienne pour aider encore mieux, accompagner encore mieux ces femmes qui venaient à moi. Parce que je me sentais je me sentais bien dans ce rôle d'accompagnement, en fait. Et je me sentais un peu légitime de le faire parce que j'avais fait ce travail en amont et que j'étais passée par des étapes aussi douloureuses de la maladie. Donc, l'hypnose ericksonienne, ça m'a permis justement et ça me permet au sein de mon cabinet maintenant, que j'ai ouvert en parallèle de mon activité bancaire,
ça me permet d'accompagner ces personnes à identifier leur blocage émotionnel et à les libérer. Voilà. Donc, c'est en ça que je suis arrivée maintenant à accompagner et à me sentir dans mon équilibre, dans l'accompagnement des autres. Voilà. D'accord, mais merci beaucoup. Et est-ce que vous avez, vous aussi, peut-être un message d'espoir à nous partager ce soir, en cette journée? Oui, alors, oui, message d'espoir parce que message très positif aussi me concernant parce que justement, dans ce travail personnel que j'ai fait, j'ai pu expérimenter la pensée positive et ça, je prêche vraiment la pensée positive à toutes les femmes qui m'écoutent parce que moi, j'ai créé ma réalité positive en fait du début jusqu'à maintenant, du début du parcours de la maladie jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment un travail qu'il est bon de réaliser, mais une fois que vous avez pris le pli de cette pensée positive, de s'ouvrir à la vie, hein, de s'ouvrir à l'amour et pas aux peurs. Ça, c'est important aussi. C'est ça que je voulais dire aussi aux femmes aujourd'hui. C'est libérer votre parole par rapport à la maladie. C'est changer votre regard aussi par rapport à la maladie et le regard des autres aussi changera. Ça, c'est important. Ça passe déjà par notre propre regard. Et pour finir, hein, je dirais aux femmes, oui, osez parler de votre maladie, surmonter vos peurs. Je sais, c'est pas toujours facile de pouvoir parler, de pouvoir en parler facilement. Et je vous dirais, libérez-vous pour retrouver et pour vous maintenir en pleine santé. C'est de mon point de vue essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, notre troisième invitée est Madame Nazek Azar, qui témoigne depuis Beyrouth au Liban. Est-ce que vous nous entendez? Ah oui, bien sûr. Bonsoir bonsoir et merci beaucoup de votre participation. Alors, Nazek, vous êtes la surveillante générale du bloc opératoire à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Beyrouth et vous avez une histoire familiale, je dirais, où le cancer est très présent, puisque plusieurs tantes côté maternel et une tante côté paternel ont eu des cancers du sein. Donc, cette histoire familiale vous a imposé, dès l'âge de 23 ans, un monitoring très régulier et un dépistage. Donc, je vais vous laisser nous parler un peu de votre parcours et de cette histoire et de ce qu'elle a engendré, non seulement pour vous, mais aussi pour vos sœurs, peut-être. OK, mais au début, je tiens à remercier les organisateurs de cette table ronde qui m'ont donné la chance de partager un peu cette expérience familiale. Je vais juste vous corriger parce que mes tantes paternelles étaient plus atteintes que les tantes maternelles. Donc, 3 de mes tantes paternelles étaient atteintes de cancer du sein et une de mes tantes maternelles. Donc, pour cette raison, j'avais un monitorage aussi serré. Donc, à 23 ans, j'avais commencé à faire des mammographies une fois l'an et à 32 ans, on m'a conseillé de faire une mammographie, une échographie tous les ans et une échographie chaque 6 mois parce que j'avais des seins polykystiques. Et vu la question familiale, donc il y avait le risque énorme d'avoir une tumeur, moi aussi. En 2008, j'avais senti déjà une masse un peu solide dans le quadrant supérieur de mon sein droit, mais c'était en période de règles. Donc, moi, les congestions causées par les règles m'ont fait un peu attendre. J'ai attendu la fin du cycle et la masse tenait la forme, ce qui m'a poussé à aller vers le médecin du personnel. Ce dernier m'a orienté vers le docteur Atalla, qui est présent parmi nous aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, le docteur Atalla m'a demandé de faire des examens, une série d'examens. La mammographie n'était pas parlante, était négative, mais l'échographie a confirmé la présence d'une tumeur. Et de là, j'ai commencé les autres examens. La biopsie a montré un cancer lobulaire infiltrant. Et de là, donc, l'avis du gynécologue et
l'oncologue, c'était de faire un traitement néoadjuvant avant de se faire opérer, et la décision était pour une quadrantectomie, pour enlever juste la tumeur. Chose faite, j'ai commencé la chimiothérapie et je ne peux pas cacher, je ne cherche pas à cacher les effets secondaires. Donc, j'avais fait une mucite qui vraiment m'empêchait d'avaler même ma salive, un amaigrissement et une fatigue, mais quand même, j'ai appris à prendre la sieste l'après-midi, à vivre un peu au ralenti, mais j'ai aussi suivi les conseils du médecin oncologue Dr Chehine. J'ai essayé de garder mon rythme presque normal, ma vie quotidienne au travail et à la maison. Donc, les premières séances du néoadjuvant terminées, on m'a demandé une IRM mammaire qui a montré la diminution du volume. C'était une diminution nette du volume de la tumeur, mais la consistance infiltrante restait solide, ce qui a changé un peu l'indication opératoire d'une quadrantectomie à une mastectomie totale. Et quand le docteur Attal m'a annoncé ça, je ne sais pas par quelle force, j'ai directement opté pour une mastectomie bilatérale pour ne pas donner une chance à un risque de récurrence. Chose faite, j'ai continué mon traitement chimio, puis j'ai fait la radiothérapie et l'hormonothérapie pour 10 ans. Mes bilans sont bons jusqu'à maintenant, ça va. La question familiale, c'est que 3 ans plus tard que mon diagnostic, ma sœur Carmen a été diagnostiquée aussi, mais elle était un peu à un stade plus avancé. Ma sœur évitait de prendre un comprimé de médicaments, elle avait peur de tout ce qui est seringue et tout, donc elle se trouve devant une histoire vraiment sérieuse et qui demande beaucoup de soins. Mais l'exemple était devant elle. Directement, elle a opté pour une mastectomie totale aussi et bilatérale. Elle a suivi le protocole de chimiothérapie, de radiothérapie et d'hormonaux. 2 ans plus tard, ma troisième sœur, nous sommes nombreuses, nous sommes 8 filles, un garçon. Donc, ma troisième sœur avait senti une brûlure au mamelon et les examens ont montré aussi une tumeur, un cancer du sein, opérée de mastectomie bilatérale aussi, et décidée d'elle-même. Elle a eu besoin de chimiothérapie, mais pas de radiothérapie. Maintenant, elle est sous hormonothérapie. Les bilans annuels sont bons jusqu'en octobre 2021. Ma sœur Carmen avait présenté des marqueurs tumoraux, les CA15-3 en flambée. Elle était à 141 d'un seul coup. Un PET scan, oui, a été pratiqué qui a montré des lésions osseuses un peu partout et quelques images sur le foie. L'oncologue a opté pour une triple hormonothérapie et une fois commencé, il avait dit on va faire un contrôle dans 3 mois. En séjour, le traitement n'est pas disponible comme il faut au Liban, vu la crise économique et tout. Donc, il y a de la difficulté à l'assurer, mais en fin de compte, elle a pu l'avoir. Et en février, on a fait l'IRM de contrôle qui a montré une disparition de presque 80% des lésions, ce qui est très bien, ce qu'elle a de la chance. Les images au foie ont disparu. Il y a quelques lésions osseuses, mais qui ont diminué de volume. Donc, elle va continuer maintenant son traitement jusqu'à 6 mois et une autre évaluation va être faite. Donc, de là, il y a toujours le message de regarder devant soi et que la chance de guérison est toujours là, malgré toute l'obscurité qu'il y a. Et je crois qu'en 2015, le professeur Atala a demandé un bilan génétique personnel et familial. Et vous disiez que la chaîne génétique a montré des risques de cancer du sein et de l'utérus chez 7 des 9 enfants. C'est quand même beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des actions
que vous avez mises en place, parce que je pense que vous avez été le moteur et le modèle pour vos sœurs et les membres de votre famille. Quelles ont été les décisions que vous avez prises à ce moment-là? Oui, effectivement, cet étude génétique nous a un peu bouleversés parce que 7 de 9, comme vous l'avez dit, portent les mêmes gènes. Donc, mes sœurs sont en train de faire leur contrôle annuellement de mammo et échographie. Moi et mes 2 sœurs déjà atteintes de cancer du sein. On a été opérés, moi, directement en décembre 2015. J'ai subi une hystérectomie et une ovariectomie. Un an plus tard, mes 2 sœurs ont fait la même chose. Mais comme je vous ai dit, ma sœur Carmen, en cours d'opération, Dr Atalla avait remarqué des cellules suspectes sur le col de l'utérus et l'appendice. En fait, c'était des cellules métastasiques. Et à ce moment-là, le Dr Chehine, l'oncologue, a changé d'hormonothérapie. Elle était sous Nolvadex. Il l'a bouleversée sur Femara. Elle était traitée au Femara jusqu'en 2021 et que maintenant le traitement a tout changé. Et vous avez parlé aussi du soutien familial dans votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être 2 mots sur l'importance du soutien familial? Oui. C'est pas juste à lui seul le soutien familial, parce que vraiment, quand je repense un peu le vécu, je me rappelle du soutien familial, la présence déjà des sœurs, du soutien des amis, les amis, les collègues au travail, le support assuré par le travail et la prise en charge aussi. Je me rappelle en cours de ma première séance de chimiothérapie, quand Dr Chehine, l'oncologue, était de passage, il m'a tapoté un peu sur l'épaule et il m'a dit « J'ai pas peur pour vous, vous êtes très bien entourés ». Vraiment, ça comptait beaucoup. Cette présence sans gêne, et elles ne s'imposaient pas, mais elles étaient toujours là, à côté. Famille et amis. Donc, je ne sais pas, parce que nous sommes un peuple chaleureux, on aime beaucoup cet entourage, cette prise en charge, cette assistance. Donc, ça comptait beaucoup et ça remonte le moral. Chose que j'assure dans ma vie quotidienne au travail, parce que travailler aussi avec des patients, on assure ce rôle de support, mais c'est pour une période limitée. Mais elles avaient la patience d'accompagnement durant tout le trajet du traitement et jusqu'à maintenant. L'une supporte l'autre. Et vous dites aussi que votre métier est très important parce qu'il vous permet de donner de la confiance aux gens et que vous êtes très fiers de cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. Être infirmière, déjà, ça me donne le rôle un peu de référence en famille. Donc, à chaque fois qu'il y a une question, maladie, traitement, tout le monde téléphone, il prend l'avis. Donc, ça augmente la confiance entre les membres de la famille. Même dans le voisinage, les amis, ce rôle est très important. Mais le plus important, c'est de pouvoir assister les patients, les encourager, leur donner de l'espoir. Même les personnes qui connaissent mon histoire sont encouragées de plus, parce que quand on voit quelqu'un de survécu, on a le courage et on a l'espoir qu'on va encore gagner le combat, comme lui, il l'a fait. Et entre collègues, quand je passe pour visiter une collègue qui est en cours de maladie maintenant, directement, elle me dit « Comme tu l'as combattu, je vais combattre ». Donc, oui, ça donne un peu ce rôle de référent
Et ça me donne aussi à moi-même une satisfaction de pouvoir aider, encourager, renforcer les gens que je connais. Ouais. Et j'ai une petite dernière question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots peut-être de la situation actuelle au Liban? Je sais que c'est très compliqué pour l'approvisionnement des médicaments, les moyens, et puis nous dire peut-être ce que nous, on peut vous souhaiter pour le futur. Oui, oui. Tout ce que je peux dire, c'est que la situation a beaucoup changé. Moi, quand j'ai été traitée depuis 2008, et mes sœurs un peu plus tard, la situation au Liban nous permettait d'avoir accès facile au traitement, aux soins, même à la recherche d'une excellence en médecine, parce que vraiment, on a été traité par des médecins référents en la matière, et sans que ça pose problème ni pécunier, ni social. Maintenant, avec le départ des médecins, des infirmières, la pénurie des médicaments, des fois des ruptures de stock en ville, la continuité du traitement n'est pas assurée, les protocoles ne sont pas respectés. C'est dommage, ça fait mal au cœur, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour assurer leur couverture. Il y a des gens qui n'ont plus de travail. Pas mal d'institutions ont fermé leurs portes. Donc, il y a pas mal de gens qui ne sont plus couverts par des tiers payants, et que le ministère de la Santé est de plus en plus appauvri. Pour juste vous donner des exemples, par exemple, une cure de chimio peut coûter actuellement le salaire d'un père de famille, le salaire annuel d'un père de famille. Vraiment, ça fait mal au cœur. Et puis, même le budget du ministère de la Santé, qui était de 30 millions de dollars pour le traitement des maladies cancéreuses, maintenant, c'est limité à 25 millions de dollars pour traiter toutes maladies confondues. Vous vous imaginez en face des demandes qui ont augmenté déjà, parce que les gens sont nécessiteux, les demandes de plus en plus importantes, et qu'aujourd'hui, quand le monde entier fête la journée de la femme, on se trouve dans plusieurs pays, dont le Liban fait partie, devant une santé en danger des femmes. C'est injuste. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai, c'est injuste. Mais merci beaucoup pour ce témoignage poignant et bon courage à vous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je passe à notre dernière invitée, Madame Isabelle Lafont. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne, vous êtes metteuse en scène. Vous avez dernièrement mis en scène Les Imprudents d'après Marguerite Duras au Théâtre de la Colline. Et je crois que vous acceptez de témoigner aujourd'hui pour la première fois, même si vous n'aimez pas trop parler de vous. Pas du tout, je déteste ça. Voilà. Donc, écoutez, on est très heureux. Et est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours pour situer un peu ce qui vous est arrivé? Est-ce que vous voulez que je dise exactement les... Comme vous voulez. Que je nomme ce qui m'est arrivé en fait, d'abord, ça a commencé comme ça, un petit côté un peu CV, même si j'aurais préféré avoir un autre CV, et je suis convaincue que ce qui est important, c'est la singularité, et que j'ai rien de très intéressant à dire, mais bon, j'ai une grande estime des personnes ici, donc je suis là. Moi, j'ai commencé par avoir un fibrosarcome du nombril, donc c'est une sorte de cancer du nombril, ce qui était assez bon pour une comédienne. Enfin, donc le narcissisme, je le perdais. Et quand j'essayais de dire que je n'avais pas de nombril, c'était très difficile aux gens de croire que ce n'était pas une plaisanterie. Et puis après, j'ai eu et ce qui était étrange, c'est que j'ai eu ce fibrosarcome en travaillant un spectacle que j'ai joué, heureusement ou malheureusement, plusieurs années, qui était un monologue sur des récits de femmes qui ont subi le génocide rwandais. Donc, c'était
Oui, c'était à ce moment-là. Ensuite, j'ai eu plus tard un cancer du sein. Je ne sais plus lequel, si c'est le droit ou si c'est le gauche, avec un traitement. Et justement, je me dis qu'il faut peut-être dire traitement plutôt que chimiothérapie, parce que chimiothérapie, dès que vous dites ça, on a l'impression que vous êtes mort. Et en fait, finalement, c'est un traitement médicamenteux par intraveineuse. Bon. Mais un traitement et des rayons. Et ensuite, quelques années plus tard, un autre cancer donc de l'autre sein, sans traitement, mais la première fois, au bout de 3 interventions, on m'a enlevé le sein. Et la deuxième fois, c'est moi qui ai demandé pour qu'il y ait un équilibre corporel à l'enlever. Et voilà. Juste une chose dont je me souviens tout d'un coup en vous écoutant, toutes, et en mesurant comme c'est tellement particulier à chacune, qu'il n'y a pas une bonne recette, mais qu'il y a aussi l'écoute qu'on rencontre. Et moi, je dois dire que l'écoute de Séverine Alran et sa façon complètement dingue d'envisager certaines choses, notamment le rapport à la cicatrice, m'a projetée dans quelque chose où je suis très heureuse maintenant. Mais je ne vais pas me déshabiller devant vous maintenant. J'ai hésité, mais je suis frileuse. Et du coup, non, mais la première chose qui m'a frappée, c'est qu'en 2003, j'ai été opérée, bon, à Curie, hein, voilà. Le chirurgien était très beau, un peu surfeur, bon, tout le monde le connaît, je pense. Donc, c'était déjà quelque chose. Et quand on était 2 femmes, c'était la nuit et tout nous séparait. Socialement, nous n'étions pas du même milieu. Moi, je suis une bourgeoise blanche, petite bourgeoise. Elle était blanche et moins aisée que moi. Je fais partie, soi-disant, du milieu artistique. Et on a eu un contact extraordinaire. Rien qu'à en parler, ça m'émeut. C'est-à-dire qu'on a parlé toute la nuit de tout. C'est ces nuits à l'hôpital où il se passe des choses magnifiques, et avec les infirmières, et avec tout d'un coup une aide-soignante, on a une discussion qu'on n'aura jamais dans la vie, voilà. Et on a été opérés à peu près au même moment. Enfin, c'était pas le même chirurgien, le beau surfeur, qui maintenant fait plus du marketing. Et donc, pardon, excusez-moi, il faut que je me taise. Et une interne est venue pour nous annoncer les résultats. Et là, il se trouve qu'elle, sa tumeur était bénie, enfin, elle n'avait pas de cancer, et que moi, j'en avais un. Et la chose qui, là, m'a semblé folle, idiote et symptomatique de tout ce que je refusais, c'est qu'on a mis un paravent entre nous deux. Et là, j'ai hurlé, mais vous êtes connes, quoi, je veux dire. Tout d'un coup, cette femme était gênée. Moi, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas. Bon, après, c'est très bien, le chirurgien est venu et a hurlé aussi. Et il m'a dit une chose que je n'ai pas appréciée. Bon, c'était très, très chouette, les dialogues. Il m'a dit, ce n'est pas juste. J'ai dit, mais il n'y a pas de justice ou pas de justice. J'en ai un et enfin, c'est tout. Il n'y a pas de… Mais le paravent, j'ai dit, ça, ce n'est pas possible. Et du coup, la femme était gênée. Et je me suis dit, mais si on doit mettre un paravent, c'est idiot. Donc, cette chose-là m'a marquée en me disant, il ne faut pas de paravent. Et en sortant de Curie, une femme était sur le trottoir avec toutes ses radios par terre et pleurait. Je suis allée vers elle et elle m'a dit, fous-moi la paix. Et je me suis dit, mais elle a raison aussi, je n'ai pas non plus de compassion. Et en même temps, je voyais que personne ne s'arrêtait. Et je me suis dit, merde, c'est pas très compliqué, il n'y a pas de… C'est là où je me suis dit, il y a quelque chose de la parole à inventer, quelque chose de ne pas avoir peur. Et puis moi, je voulais absolument, après l'intervention, tout d'un coup, je me rappelle, parce que tout ça, j'en parle très peu, effectivement. Je voulais aller chercher mon fils à l'école, qui avait 8 ans. Et donc, je voulais donc c'était au bout de 2 jours, donc j'ai demandé au chirurgien, qui a été super, de me bricoler quelque chose que je puisse être à la sortie de classe. Et je suis allée chercher donc assis à l'école. Ils sont tous venus vers moi. J'ai cru que j'allais hurler. Et puis, il y en a un qui a dit, ouais, ta mère, c'est un robot. Et là, je me suis dit, mais à la fois, c'est extraordinaire. Et en même temps, il me faisait très, très mal. Et en même temps, oui, ta mère, parce qu'il sentait des trucs, genre j'étais Robocop.
Et là, ça m'a bousculée dans un truc de vie, mais effectivement, ce n'est pas toujours si simple. Là, je dis ça en rigolant parce que j'avais envie d'avoir de l'humour. Et grâce aussi à quelqu'un à qui je parlais, parce que je n'avais absolument pas envie, parce qu'on m'a proposé à Curie, des femmes venaient vers vous et vous demandaient si vous vouliez être dans des groupes. Je dis pas du tout, pas du tout. Je ne veux pas être avec mes semblables, je veux juste inventer à ma façon quelque chose. Et par contre, je me suis dit, comment de cette expérience faire une aventure? Le regard de l'autre, on ne peut pas trop, c'est compliqué, bien sûr. Et... Pardon, je parle trop. Non, pas du tout, au contraire. Donc, vous avez choisi de ne pas vous faire reconstruire. Non. Et vous dites de ne pas remplacer ce qui n'est plus là. Non. Et à ce titre, vous avez eu, vous dites, une rencontre bouleversante et ouais. déterminante avec le docteur Halleran ouais. qui a tout changé. Tout. Est-ce qu'on peut en parler très vite? Oui, c'est-à-dire que non, il me semble que mon sein qui n'était plus là, avant l'intervention, j'y avais pensé en le laissant partir un peu avant, en respirant, et du coup, très bêtement, j'ai eu besoin de Doliprane, en fait, pas de morphine. Et l'autre sein non plus. Il me semblait que quelque chose qui n'était plus là ne pouvait pas être remplacé, que la cicatrice avait quelque chose qui était... Enfin, que c'était impossible de remplacer, qu'il fallait faire avec les... Vous voyez, je fais ça avec les sensations de ce corps, avec... Quand on se baigne dans l'eau, c'est une autre sensation. C'est plus compliqué peut-être pour un homme de toucher ça. Après, pour les gens, dès qu'ils vous voient, c'est marqué comme si c'était marqué cancer. Voilà. Et effectivement, j'ai rencontré Séverine Halleran. Et donc, l'idée de lui raconter tout le parcours, j'avais un peu envie de pleurer. Et je me suis déshabillée. Et là, elle m'a dit « Oh, les cicatrices, qu'est-ce que c'est beau !» Et là, je me suis dit, soit elle est folle, soit elle est géniale, et elle est géniale. Parce que vous m'avez parlé des cicatrices, elle m'a parlé des cicatrices. En Suède, des femmes qui tout d'un coup ont une cicatrice, que la cicatrice a une sensualité, que la seule chose, c'est que j'ai dit, vous m'avez parlé du torse, alors que moi je disais toujours échographie mammaire, vous m'avez dit non, échographie du torse. Donc je faisais, et tout d'un coup, ce regard-là, en sortant de Séverine Halleran, je suis allée chez Agnès B pour m'acheter des vêtements. Et effectivement, encore une fois, je me suis déshabillée et là, j'ai senti ce regard désagréable de ces femmes qui me... Mais j'étais sur ma lancée, j'ai quand même acheté les vêtements. Et maintenant, c'est très différent. C'est-à-dire que j'ai envie de me baigner comme ça, j'ai envie de... Si un jour sur scène, pourquoi pas. Après, il y a très simplement, à partir de 25 ans, 30 ans, les directeurs, les metteurs en scène de théâtre ne vous demandent plus de vous dessaper. Hein. C'est très clair. Mais comme je fais mes spectacles, je me dis ce serait intéressant s'il y avait un vrai propos de... Bien sûr. Pourquoi pas? D'assumer. D'assumer. Et je vous dis justement que le regard est difficile en France oui. Et que l'on devrait assumer davantage. Chez un homme, avoir des cicatrices, c'est souvent, alors je caricature un peu, c'est viril. C'est viril, c'est héroïque, on hein. est un héros, alors que chez une femme, les cicatrices, on n'est pas du tout perçu de la même manière parce qu'on touche à la féminité, on touche à la maternité. Donc, ça, je pense que c'est vrai. Enfin, la cicatrice, notamment celle-là, elle est comme une signature. Enfin, elle est quand même signée cancer du sein. Donc, les quelques fois où à la plage, parce que moi, je me suis toujours baignée seins nus. Donc là, je me disais, je suis torse nu, j'ai rien à cacher. C'est pas évident. Ou après, dans les loges, on se déshabille beaucoup. Et même les filles qui disent, tu peux y aller. Moi non plus, j'en ai pas beaucoup. Je réponds, mais moi, j'en ai pas du tout. Donc, et le regard est quand même fuyant. Pour les costumes, l'habilleuse dit « vous en avez peu » et moi je dis « non, j'en ai pas ». Donc je sens que c'est compliqué. C'est compliqué. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Est-ce que l'on doit montrer davantage? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour assumer davantage? Il faudrait le montrer, il faudrait des fautes. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose du corps, en plus du corps de la femme, c'est un corps nouveau, c'est un corps désirant, c'est un corps... c'est pas un corps où il manque, c'est un corps...
Et ce n'est pas un corps différent, c'est un corps... mais ça, c'est Séverine Alran, vraiment. Je n'aurais jamais sa façon de concevoir le corps, la cicatrice, le fait que la reconstruction n'est pas obligatoire. Parce que moi, on m'a souvent poussé à la reconstruction. Enfin, beaucoup incité à la reconstruction. Donc, j'avais très peur avant d'aller vous voir, comme vous me le dites. Et là, je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Il y a quelque chose à faire. Puis c'est vrai qu'on est sur la partie intime. Hein. Mais je précise que moi, j'aimais beaucoup les seins et que je continue à les... Enfin, quand je vois une femme, par exemple, qui a des seins, il peut m'arriver dans le métro de regarder comme ça, et c'est même gênant pour la femme, elle va se dire, mais il y a quelque chose que je trouve très, très beau. Hein. Et donc, c'est un combat à mener pour être accepté sans être jugé, en fait. Je crois que quoi que je fasse, à part faire comme je fais un peu d'humour, et c'est ma façon d'être émue, peut-être, oui, c'est un combat. Il y a à inventer quelque chose de ce côté-là, mais il faut le montrer. Et le montrer, ce n'est pas simple. Mon seul moyen, c'est le théâtre. Si pendant le traitement, la chimiothérapie, je n'ai pas pu continuer à jouer le monologue parce que c'était le Rwanda. Et comme je n'avais pas de cheveux, je ne voulais pas de perruque, je voulais me faire un truc rasta, enfin bon, bref, je trouvais ça un peu obscène par rapport aux femmes rwandaises. Je pleurais facilement et je ne voulais pas pleurer pendant ce spectacle. Donc, j'ai fait un film où il y a une image où je le montre, mais je n'ai pas tenu longtemps de le montrer. Je pense qu'il faut le montrer, oui. Je vois pas d'autres... Enfin, je ne sais pas trop comment c'est possible. Faudrait sur la plage, après, il faudrait dans les... Je ne sais pas. Mais je pense qu'il ne faut pas cacher cette chose-là. Il faut... très concrètement, je savais que je venais, j'ai quand même mis quelque chose dessous, vous voyez. J'ai hésité. Je me suis acheté quelque chose de complètement transparent, je ne le mets pas souvent. Et il faut le faire. Je veux dire. Mais je vais y arriver, grâce à... Je pense qu'il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit, que les femmes osent. C'est une sorte de plein jour qui est une beauté aussi. La cicatrice n'est pas une laideur. C'est un signe, c'est très émouvant, une cicatrice. Le corps est très émouvant. Et est-ce que vous avez un petit message positif du coup pour cette journée à partager avec nous? Je trouve ça très beau d'entendre tout le monde avec des parentés ou des non-parentés, et que le message que j'aurai, c'est aucun message, c'est-à-dire que chaque femme doit inventer, comme vous dites, elle-même. Et c'est ça qui est dur. C'est exactement ce que vous dites, elle-même. Donc, c'est à inventer, à bricoler, à inventer, merde. Ah, oui. Et c'est une femme, oui. C'est effectivement quelque chose de la femme qui est... Je ne pense pas qu'une cicatrice chez Robert Redford provoque les mêmes choses. Non. Comme ses rides ne provoquent pas les mêmes choses, on les trouve belles. Hein. C'est vrai. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Bien, donc merci à nos invités, à toutes les quatre, pour leur témoignage et le partage de ces expériences. Je vais laisser maintenant la parole au docteur Véronique Boutet, qui est radiologue au centre Baclès à Caen et qui est aussi la présidente d'Astarté. Est-ce que vous nous entendez? Docteur Boutet? Voilà, je suis là. Donc, merci de vos témoignages extrêmement touchants, très poignants. Et vous le disiez, très singulier. La singularité, c'est quelque chose qui, bien sûr, je dirais, derrière chaque femme, il y a une histoire, il y a un livre. Et on ne peut pas rester indifférent à vos témoignages qui nous confortent dans notre quotidien à l'utilité d'Astarté, qui nous mettent aussi devant nos responsabilités. On peut départager, s'il vous plaît. Les responsabilités, donc,
importantes, des responsabilités médicales et humaines, avec leur dimension éthique. Et je réitère ma profonde gratitude à vous, à toutes les femmes qui nous ont tout appris, parce que nous, soignants, j'ai toujours dit que ce sont les femmes qui nous font avancer et réfléchir. Il ne faut pas qu'on oublie dans ces journées internationales des femmes ces témoignages qui sont des points marquants, et combien de femmes de ce monde, combien de femmes de notre chère Méditerranée ne reçoivent pas cette attention. Combien? Posons-nous cette question. Astarté les rappelle, et c'est son rôle de, justement, comme vous l'avez si bien dit, libérer la parole. Astarté appelle à une nouvelle grille de lecture des coutumes qui défavorisent les femmes, de mettre en avant justement ces singularités également culturelles et d'inventer une nouvelle diversité culturelle par rapport à cette maladie. La femme est la première victime des instabilités socio-économiques et politiques dans le monde et bien sûr en Méditerranée. C'est l'esprit d'Astarté, d'où la rédaction de notre charte de la femme méditerranéenne face au cancer du sein, qui a été rédigée à Oran en 2013 et adoptée à Beyrouth en 2014. Cette charte a cette ambition d'intervenir à tous les niveaux de la société et à destination de toutes les femmes, quelle que soit leur origine sociale ou géographique, et ce dans toutes les situations, en période de paix et de développement, de crise sanitaire bien sûr, mais aussi en situation de guerre et de déplacement de la population. Cette parole des femmes qui s'est considérablement libérée en 10 ans, avec des recommandations, avec la Haute Autorité de Santé, l'Institut du Cancer, les patientes, c'est absolument fondamental, sont devenues actrices de leur maladie. Et comme vous le dites, non seulement elles sont actrices, mais elles doivent encore plus être actrices, encore plus, je dirais, déterminer et imposer leur singularité et également s'inventer et le dire, l'exprimer et le montrer. Elles participent et font avancer la qualité de vie, ces femmes. Il faut bien sûr être en vie, mais bien vivre sa maladie et le dire, l'exprimer, l'exprimer. Je ne serai plus très longue. La parole s'est libérée avec les patientes et bien sûr, elles participent à leur destin. Et je redis, ce sont les femmes qui nous font avancer, qui nous font réfléchir, qui nous font optimiser dans la prise en charge. Merci au rôle du numérique qui permet aussi d'entendre nos paroles. Merci à Valérie, merci pour Libérons la parole qui, en anglais, en français, en arabe. Depuis 10 ans, les avancées technologiques que nous connaissons actuellement sont considérables en radiologie, en oncologie, en chirurgie, la médecine personnalisée, hein, des plans de soins personnalisés, etc. Mais ces avancées ne sont pas synonymes de progrès si elles ne sont pas partagées, et j'insiste, s'il n'y a pas d'humain qui les accompagne, et l'amour. Je reviens à cette phrase de Nietzsche, le progrès de l'humanité se réduit-il
au progrès technique, je vous repose la question, et Nietzsche l'avait déjà posée. Vous avez touché à l'humain et vous nous confortez pour continuer nos missions. Amour et humanité, défendre les femmes, les reconnaître, leur donner la parole, défendre l'identité multiculturelle et multiconfessionnelle est une priorité. Il n'y a qu'une vérité, mais il n'y a pas qu'une vérité, il y a une somme de vérités. Aristote avait très bien dit, écrit, qu'il y a de vrai dans de faux que dans les jugements. Donc, continuons cet amour, cette humanité commune avec, je dirais, une seule, vous avez parlé de justice, une seule injustice tolérée suffit à remettre en cause l'idée même de la justice. Et je pense auparavant. Voilà, donc merci encore. Je suis émue et avec vos témoignages, vous nous donnez encore des ailes pour modestement pouvoir accompagner, aider, se fédérer, multiplier les forces pour toutes ces femmes qui justement ont besoin d'un autre regard et de modifier aussi les regards et les préjugés qui sont parfois extrêmement puissants en fonction des pays, des cultures et de nos différences. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant aux questions. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, avoir peut-être des précisions ou des informations sur certains sujets, interpeller certaines personnes? N'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce que je peux avoir la parole, Madame De Conti? Avec plaisir. Voilà, ce n'est pas vraiment une question, je voudrais juste souligner deux choses. Moi, je suis issu de la Méditerranée. Hein. Je viens de là-bas. Je peux vous dire qu'à l'état actuel, en ce temps d'actes de barbarie et d'hostilité et de guerre et d'embargo qui touchent beaucoup de pays en Méditerranée, la première victime sont les femmes. Ça, dans notre confort, dans notre zone de confort actuelle, on n'y pense pas trop. Mais la première victime sont les femmes. Et ce qui m'amène à un deuxième point, c'est un témoignage qui résonne dans ma tête tous les jours, je vous assure, tous les jours. C'est un Algérien qui me l'a dit. Il m'a dit, j'ai cancer du sein, j'ai la triple peine. Première peine parce que j'ai le cancer, donc ma vie est en danger. Deuxième peine, je suis mal soigné. Je sais que je serai mal soigné pour des raisons diverses. Et troisième raison, je suis mal vu par mon mari, par la société. Voilà la vérité des choses. Voilà, je vais terminer avec une note positive quand même. Valérie a fait ses témoignages en français. On est arrivé à les traduire en arabe. On a fait un booklet, un livre, qu'on a distribué à Tartous au mois de novembre dernier en Syrie. On l'a distribué avec David. On était ensemble, on a fait une table ronde avec le professeur Chahine. On va distribuer ces témoignages de Valérie en arabe. Et je peux vous dire que ça fait un bruit énorme. Énorme. Et suite à ça, beaucoup de femmes qui ont le cancer du sein ont commencé à en parler. Vous voyez, il suffit d'étincelle, donner l'exemple au départ, et puis, yallah, ça ira. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres personnes qui veulent prendre la parole?
vous permettez que je fasse un commentaire? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être? Oui, c'est Michel Daher. Bonjour. Oui, oui, bonsoir tout le monde. Rebonsoir. Et vraiment, merci beaucoup pour les témoignages véridiques, sincères et poignants. C'est bien que donner la parole aux femmes, il faut bien que un de ces hommes parle aussi. C'est pour vous donner un témoignage, comme quoi ces témoignages sont très utiles et très importants. Alors, mon témoignage, c'est que ça m'a rappelé en 2000, j'étais le président de la Société libanaise de cancer. Et à l'époque, on avait organisé l'un des plus grands congrès d'oncologie. Ça s'appelle le Congrès d'oncologie du Moyen-Orient. Ça se faisait à Beyrouth, organisé par la Société libanaise du cancer. Alors, à cette date, j'ai proposé de faire une séance publique qui est ouverte aux femmes, justement, dans le cadre du cancer du sein, celles qui ont eu une expérience de cancer du sein. Et croyez-moi, c'était une réunion extraordinaire parce que ça a changé beaucoup de choses dans le pays. Ça a changé parce qu'il y avait tous les oncologues, tous les chirurgiens, pas seulement du Liban, parce qu'on avait à peu près 500 personnes qui venaient, c'était de tous les pays arabes et aussi de la France et de Nord-Afrique. Alors, devant tout ce monde, nos chères dames ont donné des témoignages, je vous dis, très durs et très francs. Ils ont été très durs envers tous ceux qui les ont soignés. Parce que chacun, en face de leur médecin, ils ont dit où est-ce qu'ils n'ont pas été bien considérés, où est-ce qu'ils n'ont pas été bien informés et où est-ce qu'ils n'ont pas été rentrés dans la décision de leur traitement. Parce qu'à l'époque, encore, c'était l'idée que, bon, c'était le médecin qui décidait et finalement, on ne donnait pas beaucoup de choix et d'alternatives aux dames. On avait des protocoles, bien sûr, comme aujourd'hui, mais on sait toujours que dans les protocoles, il y a toujours des alternatives. Il y a, par exemple, parfois à faire un traitement conservateur et en même temps avoir la radiologie, la chimiothérapie, ou bien on peut offrir pour celles qui ne voudraient pas rentrer dans le cadre de la radiothérapie et tout ça, on peut opter pour une mastectomie avec reconstruction. Donc, il y a beaucoup de dames qui ont dit devant leurs médecins, devant ceux qui les ont soignés, que vous aurez dû me dire qu'il y avait une alternative. Parce que quand elles se retrouvaient entre elles, les dames, elles se racontaient et elles disaient leur expérience entre elles et on découvrait a posteriori que peut-être j'aurais moi profité d'une autre solution pour mon cancer du sein. Alors, c'est pour vous dire que vos témoignages ne seront pas perdus. Chaque fois que vous témoignez, vous remuez chez les gens, vous remuez chez vos médecins, vos collègues, toute personne qui vous écoute, vous remuez chez eux cette particularité très importante que c'est moi qui décide, c'est moi qui dois avoir toutes les informations et avec mon médecin, nous décidons ensemble. Personne ne décide pour moi. Ni ma famille, ni mon père, ni ma mère, et encore moins mon mari, eh bien, même mon médecin devrait partager avec moi les choix des solutions. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est surtout pour vous remercier encore une fois pour votre témoignage, parce que ça ne tombe pas dans une oreille dure. Ça fait toujours son effet quand vous témoignez. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, docteur Daher. Je voudrais maintenant donner la parole au docteur Alexandra Athanasiou depuis Athènes en Grèce, qui va nous parler de l'importance de la parole et de son effet libérateur. Vous nous entendez? Oui, oui, très bien. Bonsoir. Merci Corinne. C'est un plaisir d'être avec vous, même si je suis en distanciel. Un grand merci pour vous, les 4 dames, que vous avez partagé vos témoignages avec nous. Je suis profondément émue. Et vous nous avez raconté vos histoires et vous nous avez donné un cadeau de vie, en fait. Et un grand merci pour vous. En fait, je voulais prendre un peu le temps pour parler des femmes, puisque c'est la journée mondiale des femmes, hein, et parler un peu des droits des femmes. Et donc, non seulement on a le droit à l'égalité, à la liberté, à l'épanouissement professionnel et personnel, mais aussi on a le droit à une thérapie au point de la science. On a le droit au partage de nos expériences avec les autres femmes. On a le droit à l'information claire et nette sur ce qui représente la maladie. Et on a le droit à de décisions partagées de ce qui va se passer dans notre corps conjointement avec nos médecins. Et ça, c'est le grand message que Astarté fait passer dans tous les différents pays de la Méditerranée. Je suis heureuse de faire partie de cette équipe. Et je peux vous dire que ça fait 7 ans que je travaille en Grèce et j'avais le plaisir de travailler 12 ans en France, et qui a carrément marqué la manière que j'exerce la médecine. Et j'ai constaté un changement de mentalité de femmes grecques vis-à-vis de la maladie au cours de ces dernières années qui est quand même impressionnant. Et le nombre de femmes que je vois en consultation, pas pour des questions médicales pures, mais pour échanger, pour pouvoir partager quelque chose, pour pouvoir avoir accès à des thérapies complémentaires ou alternatives, pour pouvoir embrasser la vie de nouveau. C'est extraordinaire et il y a toujours de la place pour ça. Merci donc à vous tous d'avoir organisé cette soirée, de nous montrer l'importance de l'échange et de la parole. Et je voulais conclure de la même manière comme je commençais. C'est la journée de la femme et on a le droit d'avoir un traitement optimal pour nous, chacun personnalisé. On a le droit à la communication, on a le droit à la parole qui va nous libérer et on a le droit de se tenir main en main pour avancer dans la vie avec le sourire, même si on a passé des épreuves telles qu'une telle maladie. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Alors, pour le mot de la fin, Corinne, si vous permettez. Oui. Il y a quelqu'un qui a envoyé une question par écrit. Oui. Est-ce que je peux le lire? C'est un spectateur, donc ce n'est pas un panéliste, je ne peux pas le bien lire. Sûr, bien sûr. Donc, je vais le lire et puis la question est posée à nous 4 invités. Alors, je lis la question, c'est Camilo Adem. Bonsoir, est-ce que vous avez suivi en parallèle des parcours de médecine douce ou des ateliers de type yoga, alimentation de groupe ou des groupes de parole ou des suivis psychologiques? Voilà, c'est la question qui est posée. Mesdames, est-ce que vous voulez prendre la parole ou... Moi, ça va être rapide. Rien de tout ça. D'abord parce que les groupes de parole, tout ça, je suis comme ma voisine. Je pense que pour moi, la maladie est une épreuve personnelle et je n'ai pas envie de la prolonger, voilà, d'en faire le centre de ma vie. Je dois faire avec, parce que c'est comme ça, mais
c'est pas l'essentiel de ma vie. Le seul petit bémol que je mettrais par rapport à ça, c'est sur l'histoire des médecines douces. Je ne sais pas qu'est-ce que derrière médecine douce vous mettez, mais si on parle de l'acupuncture ou des choses comme ça, je pense que ça pourrait nous aider au cours des traitements. Parce que pour le coup, il y a quand même, enfin, nous, on a vécu pas mal d'effets secondaires, je pense, et qui, voilà, sont quand même très, très lourds et très invasifs. C'est quand même des traitements, je trouve, très invasifs pour le corps. Et je suis là persuadée que des médecines, comme par exemple l'acupuncture, pourraient nous soulager, nous apporter un complément. Pour le coup, ça n'a jamais été proposé ni suggéré, en tout cas. C'est en train d'être intégré maintenant dans les hôpitaux. Le docteur Janin, c'est un acupuncteur qui, moi, m'a beaucoup aidé, alors que je ne connaissais pas du tout l'acupuncture et qui maintenant, il travaille à la clinique Saint-Jean de... Oui, et c'était très spectaculaire. C'était très, très spectaculaire sur les effets secondaires, sur le teint. C'était très, très spectaculaire. Moi, j'ai beaucoup travaillé, enfin, je me suis fait aider par lui. Beaucoup. Puis c'est un homme d'une bonté, admirable. D'accord. Donc, on peut dire que oser parler de sa maladie, c'est un choix personnel à géométrie variable, mais c'est surtout une belle leçon de courage. Et donc, je donne le mot de la fin au professeur Atala, qui, depuis Beyrouth, va conclure la soirée et vous parler peut-être des futurs rendez-vous d'Astarté. J'ai cette lourde tâche de conclure cette soirée. Bon, après tant d'émotions et de témoignages qui sont très poignants. J'ai écouté ces témoignages. Je ne vais pas vous dire que j'ai eu les larmes aux yeux, mais presque. J'ai été très ému en écoutant ces femmes courageuses combattre cette maladie et vaincre cette maladie. Et ce soir, si on est là, c'est grâce à la journée des femmes. Je ne vais pas dire le droit des femmes parce qu'elles n'ont pas à demander les droits. C'est la journée des femmes. Deuxièmement, c'est grâce à celles qui ont vaincu le cancer. Ce sont des témoignages de victoire sur une maladie qui est parfois très dure. Et croyez-moi. Et puis, c'est grâce à Astarté qui est cette association de solidarité avec les femmes qui joue un rôle très important pour démystifier cette maladie à travers cette Méditerranée et peut-être à travers plus loin dans le monde. Cette démystification est très importante. Vous allez le comprendre un peu dans 2 secondes. Ces femmes, si je ferme les yeux, il y a un point commun à toutes ces femmes qui ont témoigné. Il y a le avant et le après. Et le après, ce n'est jamais comme le avant. La vie a changé, mais la vie a changé forcément en mieux. Je les vois ici, elles sont radieuses, elles sont victorieuses. Leur vie a changé en mieux. Bien sûr, il y a certaines qui avaient peur du regard des autres, il y avait certaines qui ont peur de qu'en dirait-on, mais chacune est passée par le même chemin. Ce même chemin qui est annonce la maladie, chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, tout ce chemin de croix qu'ils ont traversé, qui est dur. Et en plus, il y a une chose très importante, c'est que toutes ces femmes, malgré toutes ces campagnes d'information, et là en Europe, il y a beaucoup de campagnes d'information sur le cancer du sein, toutes ces femmes, une fois au pied du mur devant cette maladie, ne savaient pas à quoi s'en tenir. Elles étaient perdues. Qu'est-ce que je vais faire? Ça dénote une chose très importante, c'est qu'on a besoin
de plus de campagnes d'information, mais qui va écouter? Encore une fois, quand une femme n'est pas malade, elle n'est pas concernée. Elle ne serait concernée que quand la maladie sera la sienne. Donc, je ne sais pas, il faut qu'Astarté encore fasse un cran de plus d'informations, informer sur ce qui va se passer et surtout dire à ses patientes qu'il y a un futur, il y a des projets, il y a une vie et qui est parfois et très fréquemment, pour ne pas dire toujours, est les meilleures. Je remercie toutes ces femmes, Astarté, pour cette belle leçon de vie. Bon, je termine par une note en disant que, en fait, vous êtes toutes là. Vous avez vaincu la maladie. Bon, Astarté est une association qui se veut, disons, fédératrice de toutes ces nations de la Méditerranée. Dans le cancer du sein, parce que c'est la maladie la plus fréquente, comme Séverine l'a dit. Donc, Astarté participe à plusieurs colloques en Transméditerranée. Par exemple, en juin, donc, il participe à la CIFEN. Et comme vous voyez qu'il y a une table ronde Astarté avec Véronique Boutet, Karine Ségara, Laurent Verzeau et Luc Rodenberg. Et puis, il y a Alexis Chebib, Séverine Alran, Valérie Lani et Dominique Gros qui vont parler de l'inégalité face au cancer du sein en Méditerranée. Et bon, la scénologie sans les femmes et sans les médecins a-t-elle un avenir? Donc, c'est une vérité de la palisse. Donc, je vous invite à suivre Astarté et à nous rejoindre parce que ça nous rendra encore plus forts pour essayer de transmettre cette information, ces informations aux patientes. Essayer d'aider ces patientes à vaincre et à surmonter leur maladie. Merci à toutes. Merci à tous. Merci à vous, professeur Atala. Merci à vous tous. Merci à l'hôpital Saint-Joseph de nous avoir accueillis. C'est donc la fin de cet échange. Nous vous disons à bientôt et bonne soirée à tous. Merci. Merci infiniment. Merci Corinne. Merci. C'est brillant. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci aux 4 dames qui ont témoigné. Merci à toutes celles, à tous ceux qui ont pris leur temps pour nous écouter. Vive les femmes!